Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette review numéro 55 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Steel Saint, c'est-à-dire le chevalier d'acier Sho Skycloth, c'est-à-dire de l'armure céleste, de chez Bandai en version Revival, face à la première édition, ici à droite. Alors cette chronique va être un peu la chronique de rentrée pour moi, puisque la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne date d'il y a environ un mois, donc je me suis accordé un petit break estival qui m'a fait le plus grand bien, donc j'espère revenir en pleine forme. Pour cette chronique, eh bien, ça va être un peu le retour aux fondamentaux de la chaîne, puisque je vais passer en revue une figurine classique première édition, face à sa version Revival, ce qui avait fait connaître la chaîne, puisque quand j'avais fait les comparatifs entre les bronzes première édition V1 et les versions Revival, eh bien, c'est à ce moment-là que les abonnés sont arrivés de plus en plus nombreux et que les vues sur mes vidéos ont augmenté. Donc aujourd'hui, nous avons face à nous cette version classique Revival de Sho Skycloth, figurine que j'ai achetée comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com, obi-genki.com, lien dans la description. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est-à-dire début août 2021, cette figurine est toujours disponible dans cette boutique. Mes objectifs pour cette review vont être de vous donner les avantages et les inconvénients de cette version Revival par rapport à la première édition, et en conclusion de vous conseiller sur l'achat de l'une ou de l'autre version. Quoi qu'il en soit, cette version Revival est très attendue de beaucoup de collectionneurs, de tous les collectionneurs en fait, qui voulaient absolument ce personnage, mais qui ne voulaient pas y laisser un rein. Pourquoi? Parce que cette version première édition, qui était sortie donc en 2011, était sortie en Bandai Collector Shop, c'est-à-dire des versions qui sont collector et souvent éditées en moins d'exemplaires. Ce qui fait que cette version avait atteint des prix stratosphériques bien au-delà de 200 €, ce qui pour une classique fait quand même très très cher, alors que pour cette version Revival, il vous en coûtera entre 80 et 95 €, figurine qui n'est pas encore sortie sur le circuit européen, qui devrait sortir aux alentours de septembre-octobre 2021. Si vous voulez l'avoir un petit peu en avance, eh bien il n'y a pas le choix, il faut passer par l'import, donc là encore une fois, je vous renvoie vers Obigenki. Vous le trouverez sur cette boutique aux alentours de 80 € hors frais de port. On commence comme à l'accoutumée par le comparatif des boîtes, avec pour la première édition un fond gris clair qui tire vraiment sur le gris, alors que pour la version Revival vous avez plutôt un gris bleuté. Sur la première édition vous avez un personnage en position neutre, alors que sur la Revival eh bien, vous avez un accent qui est mis comme d'habitude sur les visages d'attaque, ce qui nécessite de faire prendre au personnage une position de garde. Donc c'est cette position exactement que prend Sho à la toute fin de l'épisode 25, ce qui est la première fois où on fait connaissance avec les Chevaliers d'Acier. Donc cette position a été vraiment très bien reproduite par Bandai. Malheureusement, le personnage est à nouveau victime du stagiaire Photoshop de chez Bandai, qui a trouvé le moyen de lui couper alors une partie de sa jambe gauche, mais bon ça à la limite on s'en fout puisque souvent on regarde plutôt le haut du personnage, mais surtout lui a coupé une bonne partie de son bras gauche. Donc ce qui représente quand même un tiers on va dire de la position. Ce qui pour moi est d'un amateurisme total, puisque n'importe qui sachant un tant soit peu se servir de Photoshop aurait par exemple réduit un tout petit peu la taille du personnage, décalé un tout petit peu vers la droite pour avoir les deux bras vraiment en entier. Ce recto devait être un gros upgrade par rapport à cette version première édition. Au lieu de ça, Bandai trouve le moyen de nous faire un truc à moitié réussi à cause d'un détail qui était ma foi facile à corriger. Ensuite, à droite du personnage, eh bien, on a à peu près la même chose sur les deux versions, puisque en 2011, lorsque cette première édition est sortie, Bandai avait déjà perdu les droits d'exploitation des images de l'animé, donc à ce moment-là, elles avaient fait place soit à la constellation du personnage, soit à son emblème. Donc ici, vous avez le toucan, qui est souvent associé à Sho, bon, ce qui est une grosse prise de liberté, mais j'y reviendrai après. Donc vous retrouvez exactement ça sur la version Revival. Vous avez ensuite la forme objet qui est représentée en un peu plus gros plan sur la version Revival. Vous avez également les traditionnelles différences avec le logo Bandai qui a viré au bleu, le logo Tameshi Nations qui est apparu donc sur la version Revival, et enfin le logo qualitatif Tameshi Nation Quality
qui apparaît également sur la version Revival. Bon, évidemment, ces mentions-là ne sont que cosmétiques, hein, puisqu'il n'y a aucune différence de finition entre les deux. Même parfois, c'est plutôt le contraire à l'avantage de la première édition. Enfin, vous avez les différentes mentions en japonais. D'abord ici, sur la première édition, et ce qui a disparu donc sur la version Revival, la mention Bandai Collector Shop, donc à l'époque ça s'appelait encore comme ça. Ensuite, vous avez la devise du personnage qui est différente sur les deux versions. Ici, sur la première édition, alors avec le traducteur, on nous dit qu'il s'agit d'une création de la science moderne, à savoir le chevalier d'acier, alors que sur la version Revival, eh bien, on nous dit qu'il s'agit d'un oiseau rouge d'acier qui traverse le ciel. Sur le bas, eh bien, vous avez le nom du personnage, là aussi petite différence, donc là je pense qu'il y a ajouté la mention qu'il s'agit d'une version Revival. En dehors de ça, il y a aussi, donc ici c'est marqué Skycloth, c'est-à-dire donc l'armure céleste, alors que ici on précise qu'il s'agit d'un Steel Scent Skycloth, c'est-à-dire d'un chevalier d'acier à l'armure céleste. Donc voilà pour ce qui est de ces rectos. On va passer maintenant aux tranches. Alors sur cette première tranche, on a quelque chose que j'ai souvent assimilé moi personnellement à une cible, ce qui donne un côté un peu militaire, et on sait que ces chevaliers d'acier eh bien, sont une création plus ou moins de la science militaire, donc je pense que c'est ce qu'a voulu symboliser Bandai avec ce design, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Sur la deuxième tranche maintenant, alors il y a une vraie différence entre les deux, puisque vous voyez qu'on a à nouveau donc cette cible avec la forme objet sur la version première édition, alors que sur la version Revival, eh bien, on a choisi de mettre cette fois-ci le personnage en position neutre, et ici, on a représenté donc ce qui a l'air d'être la constellation du Toucan. Alors cette constellation existe, malheureusement, ce chevalier est un chevalier d'acier, ce qui veut dire qu'il n'est pas lié à une constellation. Et oui, c'est la spécificité des Steel Scent. Donc ce qui veut dire que Bandai ici a fait une bourde, hein, il nous représente une constellation qui n'est malheureusement pas liée au personnage. Remarquez, autre bourde, plus ou moins, hein, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une aura de cosmos, et on sait que ces chevaliers d'acier n'ont pas de cosmos, puisque leurs armures sont automatiques et mécaniques. Alors peut-être qu'ici mes connaissances me font défaut, puisque je sais que ces Steel Scent réapparaissent dans la série Saint Seiya Omega, dont je n'ai regardé que quelques épisodes, donc peut-être que dans cette série, à ce moment-là, eh bien, la constellation est associée au personnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la série d'origine, il n'y a aucune constellation associée au chevalier d'acier. Donc voilà pour ce qui est de cette tranche. Et enfin, donc, on va parler du verso. Alors d'abord le verso de cette première édition avec un Glooby-Boulga de bleu foncé, de rouge, de pluie d'étoiles, ce qui fait une image qui est vraiment pas très nette, hein, qui est pas très agréable à regarder. Remarquez que ici Bandai a reproduit le vrai oiseau rouge d'acier dont on nous parlait tout à l'heure dans la devise, donc c'est exactement ce design là que l'on a dans l'animé. Malheureusement l'image n'est vraiment pas nette, donc ce qui fait que le rendu final n'est pas terrible. Vous avez aussi les différentes configurations du personnage, vous avez notamment la mention ici du visage d'attaque, ce qui était un ajout dans ces figurines classiques à l'époque, puisque très peu en étaient dotés. Sur la version Revival, eh bien, vous avez pour moi quelque chose qui est beaucoup plus réussi parce que bien plus net. Remarquez que le passage de l'animé est à peu près le même. Vous avez ici la fin de l'épisode 25, tandis qu'ici vous avez le début de l'épisode 26, moment où Shaw fait face à Babel et donc absorbe ses flammes pour ensuite lui renvoyer. Donc là aussi c'est très bien réalisé et bien reproduit, donc rien à dire là-dessus. Vous avez ensuite les différentes configurations de visage, donc vous voyez qu'il y a un visage supplémentaire qui est celui-ci, par rapport donc à la version première édition. Pour ce qui est du reste, eh bien, vous avez ici une pose d'attaque qui est, ma foi, bien réussie, en tout cas le personnage est en entier. Et puis eh bien, là, vous avez la pose traditionnelle de Shaw qui arrive donc transportée par son oiseau d'acier, donc qui a été reproduite ici et qui était déjà présente sur la version première édition. En dehors de ça, eh bien, vous avez une mention supplémentaire qui apparaît ici sur la version Revival, à savoir le fait qu'il s'agit d'une figurine de collection qui normalement ne doit pas être manipulée par des enfants de moins de 15 ans. Pour le reste de la boîte, eh bien, sur le dessus, rien de spécial si ce n'est la cible mentionnée précédemment. Et enfin, en dessous, les traditionnelles mentions légales, avec en plus, vous voyez, sur la version Revival, eh bien, le personnage, cette fois-ci, dans la pose qu'on lui voit donc sur le verso. Donc voilà pour ce qui est de ces boîtes. Donc maintenant, eh bien, on va aborder les contenus.
On aborde les contenus avec petite innovation sur la chaîne. Je vais vous montrer les notices dans leur intégralité. Vous voyez que j'ai pris sur moi, je les ai décellées. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour celui qui aurait perdu sa notice, d'avoir une copie en vidéo. Donc ici à droite, vous avez la première édition qui s'ouvre ainsi. Vous voyez qu'il y a deux feuillets qui sont consacrés au montage du personnage à droite et de la forme objet au milieu. À l'arrière, vous aviez un historique de toutes les figurines qui étaient sorties au moment où ce show de l'armure céleste a été commercialisé. Donc ça c'était plutôt cool parce qu'au moins ça nous permettait d'avoir un visuel des personnages qui nous manquaient. Et puis vous avez la correspondance entre les pièces lorsqu'elles sont sur le porte-armure et lorsqu'elles sont sur le personnage. Donc voilà pour cette première édition. Sur la version Revival, eh bien, le pliage est différent, vous voyez que ça se déplie un peu en papillon, et surtout qu'il y a 3 feuillets qui sont consacrés au montage. Donc forcément ça nous fait gagner énormément en clarté de montage, donc ça c'est plutôt positif. En revanche, eh bien, le revers de la médaille, c'est que l'historique des personnages sortis a disparu. Vous voyez qu'on a toujours la correspondance entre les pièces de la forme objet et du personnage, mais malheureusement l'historique des personnages sortis a été supprimé. Donc voilà pour ce qui est de cette notice Revival. Donc je vais mettre ça de côté, on va s'intéresser au blister. Donc à ce stade, je ne vais pas m'intéresser à la différence entre les pièces, que je vais vous montrer juste après lorsque j'aurai retiré les couvercles. Je vais m'intéresser uniquement aux différences de contenu. Donc premier blister, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. L'équilibre est précaire. Donc premier blister, qui est celui donc, du personnage, avec la totalité des pièces d'armure, excepté le plastron et la jupe, qui se trouvent dans le deuxième blister. Vous voyez que celui-ci laisse apparaître 4 protège-mains, donc ça c'est plutôt bien. Remarquez que c'était le début des classiques avec les protège-mains. On avait déjà eu ça notamment sur les V4, c'est-à-dire les armures divines, les Godcloth. Mais sinon, avant, eh bien, on n'avait pas ce système de protège-main, on avait directement la main qui était en style armure, donc le rendu était nettement moins bon. Donc vous en avez ici 4, donc ça c'est plutôt bien. En revanche, ce qui est insuffisant, c'est le nombre de mains, puisque vous voyez que vous n'avez que 2 paires de mains, donc ça c'est quand même très limité pour ce qui est du posing. Vous avez une main supplémentaire en civil qui est donnée, qui nous permet de reproduire cette scène où Shaw est transporté par la voie des airs par sa forme objet, donc ça c'est plutôt bien, mais le fait qu'il n'y ait simplement que 2 paires de mains, c'est quand même très limitant. Vous avez donc aucune différence en termes de position des éléments dans les deux blisters, vous voyez que c'est strictement identique. Vous n'avez qu'une seule différence en fait, c'est le visage supplémentaire sur la version Revival, donc celui-ci, qui est le visage avec le rectus, que je vous montrerai plus en détail juste après avoir retiré les couvercles. En dehors de ça, eh bien, les blisters sont totalement identiques. Voilà. Deuxième blister, là aussi, est vraiment très similaire, en fait totalement identique ici, puisque vous voyez qu'on a toutes les pièces de la forme objet, plus le plastron et la jupe ici présents, et c'est la même chose sur les deux versions. Voilà, vous voyez que c'était du rapide. Je vais retirer les couvercles et on va s'intéresser maintenant aux pièces dans le détail. Moment clé de cette review, puisqu'on va comparer les pièces, qui va être l'occasion pour nous de voir s'il y a eu des améliorations qui ont été apportées sur la version Revival. Première différence entre les deux, eh bien c'est en termes de coloris que ça se passe. On a une différence sur les rouges notamment, donc ça je vais vous le montrer sur le bas de la jambe. Alors, si on regarde ces deux pièces, on va se rendre compte que le rouge est plus intense sur la version Revival. Donc là, vous le voyez, je pense, assez clairement dans cet angle. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même un gros upgrade sur la version Revival en termes d'intensité de couleur. Et ceci est particulièrement net, donc là ce sont deux parties métalliques, mais c'est particulièrement net sur les parties plastiques. Pour cela, eh bien, je vais vous le montrer avec le plastron, puisque sur cette pièce, l'avant du plastron est en plastique, et vous voyez la différence. On a un côté un peu plus translucide, rosé, sur la version première édition, qui a été corrigé sur la version Revival, vous voyez notamment sous cet angle. Vous voyez le petit côté un peu rosé dont je parle, ici, alors que ceci est absent sur la version Revival. Donc ce qui confère à la pièce
un côté beaucoup plus uniforme. Vous le voyez, je pense, ici clairement sur cet angle, puisque cette attache-là est en métal, l'avant est en plastique. Il n'y a pas vraiment de rupture de coloris sur la version Revival, alors que sur la version première édition, eh bien, elle est assez nette. Donc ça, c'est un gros upgrade également sur la version Revival. Donc ça, c'est pour les rouges. Ensuite, autre différence en termes de teinte, eh bien, c'est sur les bleus. Et quoi de mieux pour vous le montrer que la genouillère, puisque celle-ci, eh bien, est bleue. Alors, j'ai fait tomber la pièce, pas de panique. Je la ramasse, voilà. Donc, genouillère. Je pense que là, ça va vous apparaître aussi très très clair. Voilà la différence de coloris. Et encore, moi, sur ma première édition, je pense pas que j'ai été trop mal loti. J'ai vu déjà des clichés où les genouillères d'une première édition étaient encore plus claires que ça. Donc vous voyez quand même que même en ayant un bleu qui soit pas trop mal sur la première édition, celui de la version Revival est nettement plus intense. Donc là aussi, gros upgrade pour la version Revival. Enfin, troisième différence de coloris a lieu sur les chromés. Là encore, la meilleure pièce pour vous le montrer, eh bien, c'est l'épaulière. Alors, épaulière qui a un côté beaucoup plus brillant sur la version Revival. Donc, alors, je pense que le meilleur angle pour vous le montrer, ça va être à peu près ici. Voilà. Vous voyez que la pièce de gauche a un côté beaucoup plus étincelant. Donc voilà, et ici aussi sur le devant, je pense que c'est assez clair. Vous voyez, c'est un petit peu plus mat à droite. Donc ça, on pouvait déjà le voir sur la boîte tout à l'heure, hein, donc c'est pas un problème d'oxydation de ma première édition, hein, c'est quelque chose que vous pouvez déjà voir sur l'emballage, même si tout à l'heure je ne l'ai pas relevé. Donc, voilà, donc pour vous résumer tout ça, eh bien, il suffit de vous montrer en fait une seule pièce, qui est l'avant-bras, puisque celui-ci fait intervenir les trois coloris que je viens de mentionner. Vous voyez que sur cette pièce, eh bien, vous avez le chromé, le bleu et le rouge. Et vous voyez la différence de teinte entre la version de gauche et la version de droite. Je pense que c'est assez parlant. Donc tout ça, pour conclure, eh bien, c'est que la version Revival est un gros upgrade en termes de pièces d'armure par rapport à la version première édition, en couleur de pièces d'armure. Maintenant, en termes de montage, eh bien, je ne peux pas encore répondre à la question puisque je n'ai pas encore monté cette version Revival. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées sur certaines pièces qui nous cassaient un peu les pieds sur cette version première édition. Les pièces qui nous cassaient les pieds, quelles étaient-elles? Eh bien, c'était les genouillères. Alors ça, je ne peux pas encore y répondre puisque la figurine, je ne l'ai pas encore montée. En revanche, je vais pouvoir répondre pour les deux autres pièces qui me cassaient également les pieds, c'est-à-dire le plastron, avec cette pièce avant qui tient à peine. Vous voyez, j'ai pas besoin de forcer trop pour l'enlever. Et alors, ceux qui connaissent la version de première édition savent exactement de quoi je parle. Cette pièce-là, à peine vous avez ouvert la figurine que la pièce avant eh bien, se désolidarise de la pièce arrière. À peine vous avez monté la figurine. Donc ça a été amélioré sur la version Revival, je vais vous le montrer ici, puisque, regardez, vous voyez, là je tire quand même, et pourtant la pièce ne vient pas, et là seulement elle vient. Alors d'où vient la différence? Eh bien c'est sur la taille des trous du plastron, de la partie métallique du plastron, qui a été réduite. Alors je vais vous le montrer avec la pièce première édition. Donc vous voyez que sur la première édition, eh bien, je n'ai pas besoin de tirer dessus comme un bœuf, elle vient toute seule. Et là, vous voyez que la taille des trous, alors je ne sais pas si ça sera super visible, mais la taille des trous a été réduite, ou là je pense que ça se voit très bien. La taille des trous a été réduite sur la version Revival, ce qui fait que la pièce, eh bien, tient beaucoup mieux. Donc là, bravo Bandai d'y avoir pensé, puisque parfois ils ne prennent même pas la peine sur leur version Revival d'améliorer quoi que ce soit. Ici, il y a quand même une grosse amélioration technique. Bon, évidemment, dit comme ça paraît un petit peu hyperbolique, mais c'est une amélioration technique, même s'il est jusqu'à soit à grossir un peu les ergots, soit à réduire la taille des trous, mais au moins ils ont pris la peine de le faire.
Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour ceux qui hésiteraient entre la version Revival et la version première édition, au-delà de l'aspect tarif, mais bon ça, on en parlera tout à l'heure dans le bilan. Autre amélioration et dernière amélioration technique entre les deux, eh bien c'est sur la jupe que ça se passe. Donc là, vous voyez à nouveau le petit côté rosé que j'évoquais tout à l'heure sur les parties plastiques, donc vous l'avez ici. Et là, vous voyez clairement le défaut qu'avait cette version première édition, à savoir la boucle de ceinture qui tient à peine en fait. Vous voyez, j'ai à peine bougé la pièce que la boucle de ceinture est partie. Donc cette pièce-là a été également améliorée par Bandai sur la première édition. Cette fois-ci, c'est sur la taille des ergots qu'il y a une différence. Donc je vais mettre ça de côté, sur la version Revival, d'abord, eh bien, cette boucle de ceinture, je vais vous montrer que elle ne s'enlève pas facilement. Donc vous voyez, là, je suis en train de tirer, là déjà, elle ne vient pas. Et là seulement, ça vient. Donc là, la différence, eh bien, ce n'est pas tant sur la taille des trous qu'elle existe, puisque vous voyez que les trous font la même taille, avec un trou qui est un peu plus grand, vous voyez, sur la droite. Donc ça, c'est un détrompeur, ça permet vraiment de bien mettre la ceinture comme il faut, même si pour se tromper, là, il faut y aller. Donc la taille des trous est la même. En revanche, eh bien, c'est sur la taille des ergots qu'il y a une différence. Donc les ergots de la version Revival sont légèrement plus gros que ceux de la version première édition. Donc ce qui permet à cette pièce Revival de bien mieux tenir sur la ceinture. Voilà, vous voyez. Et pourtant, alors pour le vérifier, je l'ai enlevé et remise une paire de fois. Et à chaque fois, eh bien, j'ai cette même accroche qui se fait sur la version Revival. Donc ça, c'est plutôt positif de la part de Bandai que de nous avoir amélioré ces deux pièces-là qui étaient le cauchemar des collectionneurs que nous sommes. Donc voilà ce que je devais vous dire sur la partie amélioration technique des pièces et sur les couleurs de ces mêmes pièces. Maintenant, on va évoquer le deuxième versant, à savoir les visages et les chevelures. Alors, on va d'abord commencer par le visage neutre et la chevelure. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance puisque j'ai détaché les têtes des personnages. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Donc, comme d'habitude, grand merci au camarade Dave qui va nous permettre de faire une petite analyse de conformité avec le setei qu'il m'a gentiment fourni. Alors, ce que l'on peut dire d'abord, au niveau des chevelures, des deux côtés, ça manque un peu de finesse. Bon, on n'est bien entendu pas au niveau de finesse des versions UX qui sortent maintenant, mais globalement, bon, la chevelure est pas trop mal reproduite. Maintenant, vous savez très bien, je pense que vous allez exposer ce personnage avec le casque sur la tête, donc c'est un petit détail. Ce qui signifie aussi que l'avantage de la Revival ici, à savoir du point de vue des couleurs du bleu, est tout de même minimisé par le fait que la chevelure, eh bien, vous la verrez à peine sur votre personnage exposé. Donc ça, on va le mettre un peu de côté, mais bon, vous voyez, les chevelures sont dessinées de la même façon. La différence entre les deux, c'est simplement en termes de coloris. Bien plus intense sur la Revival, donc ça, ce qui est un point positif. Maintenant, sur la finesse des visages et sur leur ressemblance. Les deux visages sont de beaux visages. Maintenant, il y en a un qui est plus ressemblant que l'autre et qui est un peu plus naturel que l'autre. Et pour moi, eh bien, c'est celui de la première édition. Alors pourquoi je préfère celui de la première édition? Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'il est plus ressemblant au setei que vous avez à gauche, mais aussi parce qu'il a un côté beaucoup moins translucide et donc plus naturel que celui de la version Revival. Donc je pense que ça vous apparaîtra ici assez clairement sur l'image. Vous voyez qu'il y a une sorte d'aspect un peu plastique sur la version Revival. Alors on n'en est pas au point du Seiya du Sagittaire, que je vous avais déjà chroniqué sur la chaîne, qui avait vraiment ce côté translucide plastique, mais on a quand même une différence par rapport au visage qui est à droite. Ensuite, en termes de ressemblance, eh bien, je pense aussi que le visage de la version première édition est plus ressemblant. Remarquez que, en même temps que je suis en train de manipuler les visages, je m'aperçois que j'ai une belle trace de bleu ici sur mon visage, ce qui est pour moi une très mauvaise surprise. Je n'ai pas manipulé le personnage avant, donc je pense que c'est d'origine. Donc ça, c'est quand même assez déplaisant.
Bon, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Le visage de droite est plus ressemblant au design d'origine pour deux raisons à mon avis. Première raison, eh bien, c'est au niveau du menton que ça se passe. Vous voyez que sur le design d'origine, le menton du personnage est quand même assez apparent. Donc ça, Bandai l'a bien reproduit avec une sorte de petite bosse ici sur la première édition, ce qui est nettement moins le cas sur la version Revival. On a un côté plus plat, donc moins fidèle au design d'origine. Ensuite, autre différence, et c'est là où on peut se rendre compte que la forme d'un œil change vraiment le caractère du personnage. On a un côté un petit peu angélique sur le personnage de Shaw, sur le design d'origine, que l'on retrouve assez bien sur cette version première édition, et ceci est dû notamment à la position du sourcil, mais également à la forme de l'œil qui est pas mal en amande. Et vous voyez que ceci a été rectifié sur la version Revival avec un côté un petit peu plus rectangulaire sur l'extérieur de l'œil qui n'existe pas sur la version première édition. Ce qui durcit nettement le regard de Shaw dans la version Revival. Et donc ça lui fait perdre ce côté un peu juvénile, un peu angélique. Vous voyez, je pense que c'est assez clair. Donc ces deux éléments, pour moi, font que je préfère assez nettement le visage de la version première édition. Maintenant, pour ceux qui se poseraient la question des mixtes possibles, eh bien, ça sera possible, puisque même si le système d'attache des visages est différent, vous voyez, les trous qui accueillent les boules du cou, eh bien, sont de même dimension. J'ai essayé de les intervertir et c'était totalement compatible. Donc si vous voulez faire des mix, vous pourrez le faire. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre. Donc avantage pour moi assez net pour la version première édition. Ensuite, donc ça je vais le remettre un peu comme je peux, je vais vous parler du visage action. Donc là, on a en fait les mêmes différences. Donc là je vais un peu galérer pour sortir le visage de la version Revival, puisque le système d'attache ayant changé, eh bien on a moins de prise sur la pièce. Voilà. Donc on va retrouver sur ce visage eh bien, les éléments que je viens de vous notifier, à savoir différence de relief, côté plus translucide sur la version Revival, et également un regard plus dur sur la version Revival que celui d'origine. Et là encore une fois, je vais vous renvoyer au design que je vais mettre à gauche. Donc là vraiment encore un grand merci à DFK pour ces CTI, puisque là on a quand même une panoplie de visages qui est quand même assez importante et qui nous permet vraiment de bien comparer par rapport au visage que nous fournit Bandai. Et vous voyez notamment ce regard beaucoup plus noir sur la version Revival. On a des iris qui sont plus petites, plus sombres, ce qui enlève encore une fois le côté un peu juvénile du personnage. On a un côté un peu trop agressif par rapport au design d'origine. Vous voyez aussi la différence de relief au niveau de la bouche, hein, au niveau des lèvres. Vous voyez ici c'est assez marqué sur la partie inférieure de la bouche. Donc on a là aussi pour moi un visage qui est supérieur sur la version première édition. Enfin, on va juste évoquer le visage supplémentaire de la version Revival. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous le comparer avec la version première édition, puisqu'il n'existe pas dans la version première édition. Donc là, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est un plus pour cette version Revival. Maintenant, ce visage qui fait apparaître donc un rictus est malheureusement, encore une fois, un peu trop mature, un petit peu trop agressif par rapport à ce qu'est le personnage. Donc là encore une fois, vous pouvez le voir par rapport au design de gauche. Le problème de ce visage, eh bien, c'est que le rictus est un peu trop marqué et que les yeux à nouveau sont un peu trop agressifs. Le regard est un peu trop déterminé. Donc ce qui fait que le visage avec le sourire sur le design d'origine, pour moi, ça confère un côté un peu espiègle, un peu enfantin, puisque ces chevaliers d'acier ont un côté un peu juvénile, un peu plus juvénile en tout cas que les chevaliers de bronze. Donc ce sourire pour moi sur le design d'origine, c'est le sourire un peu espiègle du gamin qui va faire une bêtise. En revanche, sur ce visage-là, eh bien pour moi c'est plutôt le sourire mesquin.
Vous voyez, presque le sourire d'un antagoniste, ce qui est un peu délicat puisque celui-ci est un gentil. Donc pour moi, le visage est pas mal, mais il s'éloigne un peu du design d'origine. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est un ajout de la version Revival par rapport à la version première édition, donc on va pas cracher dessus. Pour finir et pour être totalement complet, eh bien, je vais évoquer les mains. C'est vraiment pour dire d'être complet parce que j'ai rien à en dire. Du côté des mains, c'est identique. Au niveau qualitatif, du point de vue des définitions sur la peinture des doigts, eh bien, c'est pareil. Vous voyez que c'est très fin des deux côtés. On est bien loin du côté un peu grossier des premières classiques. Donc là, on a quand même un gros travail qui est fait. Donc on rejoint vraiment la finesse des versions IX. La peinture est bien mise des deux côtés et est aussi intense des deux côtés. Voilà. Donc ça, je devais simplement juste l'évoquer en passant. Donc là, je vais simplement synthétiser en vous disant que du point de vue esthétique et technique, pour ce qui est des pièces d'armure, l'avantage va à la Revival. Et du point de vue esthétique, pour ce qui est des visages, eh bien l'avantage va à cette première édition. Donc voilà ce que je devais vous dire pour les pièces. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser aux personnages. On aborde les corps des personnages avec d'abord un point de vue général. Au niveau des chevaliers d'acier, vous savez qu'ils ont une spécificité, à savoir une tunique en deux couleurs. Remarquez que c'est ce que Bandai a respecté sur ces deux versions. Alors c'est pas parfait par rapport au design d'origine que vous avez à gauche, mais au moins ont-ils pris la peine de le faire. Ensuite, d'un point de vue extérieur toujours, on a des mains qui ont été un peu affinées sur la version Revival. Bon, vous savez que les versions classiques ont traditionnellement de grosses paluches. Ici, eh bien, c'est toujours le cas, bien sûr, sur la version Revival, mais les mains sont un petit peu plus fines. Je pense que là, vous pouvez le voir assez nettement. Donc ça, c'est sur l'aspect extérieur. Maintenant, si on rentre un peu dans la technicité de ce personnage, eh bien, on a un trou de genou qui a été revu sur la version Revival. Et ceci, à mon avis, est destiné à rectifier le troisième défaut que je vous évoquais tout à l'heure lors du comparatif des pièces, à savoir ces genouillères qui avaient tendance à se casser la figure sur la première édition. Donc sur la première édition, on avait un trou de genou qui était sur une seule épaisseur. Vous voyez que la boule de la genouillère et la petite tranche inférieure sont sur le même niveau, au niveau du genou. Alors que sur la version Revival, eh bien, on a un trou de genou qui est en deux étages. Vous voyez que le trou de la boule est plus profond, et puis ensuite vous avez un deuxième étage qui accueille la tranche que j'évoquais à l'instant. Donc je vais vous les montrer l'un à côté de l'autre, comme ça vous pourrez bien voir la différence. Vous voyez, donc on a un trou de genou qui est plus profond au niveau de la boule de la genouillère en fait. Donc là, il faudra voir tout à l'heure avec le montage si l'incidence est positive pour ce qui est de la tenue de la genouillère. Donc voilà pour l'aspect extérieur. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui est peut-être le plus important, à savoir la rigidité du personnage, eh bien, je vais vous montrer ce qu'il en est pour la première édition. Voici ce que ça donne, vous voyez. Donc on a vraiment un aspect chewing-gum sur la partie inférieure du corps, ce qui n'est absolument pas le cas sur la partie supérieure. On a un personnage qui est bien rigide au niveau des bras. Par contre, au niveau du bassin, eh bien, c'est pas gégène, hein. Remarquez que le personnage bénéficiait déjà, donc faisait partie des premiers à bénéficier d'un corps de type G3, donc c'est-à-dire avec des articulations moins apparentes et plus de mobilité. Et cette version Revival, eh bien, elle aussi bénéficie d'un corps de type G3, mais de type G3 amélioré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pièces de renfort en métal qui ont été mises au niveau du bassin et au niveau de l'entrejambe. Donc ce qui lui permet d'avoir une articulation au niveau du bassin qui est bien plus rigide et qui donne plus d'amplitude. Vous voyez que je peux aller quand même très très loin vers l'arrière. Donc là, il pourrait faire du limbo. Alors qu'au niveau de la version première édition, eh bien, vous voyez que l'amplitude est moins importante. Vous voyez que je ne peux pas maintenir la partie pectorale dans une position courbée.
Donc là, je viens de tout faire tomber, voilà. Donc il y a une différence vraiment en termes d'amplitude de mouvement et aussi en termes de rigidité. Vous voyez que je peux faire tenir le personnage Revival dans cette position, donc en faisant une courbure que l'on aime faire souvent quand on fait du posing, ce qui est moins le cas pour la version première édition. Et en tout cas, il y a moins de possibilités de le faire tenir en place. Vous voyez qu'il y a du jeu. Là où pour la version Revival, eh bien, c'est bien rigide comme il faut. Donc ça, c'est pour la partie bassin et pectoraux. Pour ce qui est de l'entrejambe, eh bien, l'effet chewing-gum ici de la première édition est totalement supprimé sur cette version Revival. Vous voyez que les jambes restent bien en place, c'est bien rigide du point de vue de l'entrejambe. Vous voyez que j'ai bien du mal à les faire remonter. Donc là, on retrouve vraiment l'amélioration que j'avais déjà évoquée lors des comparatifs des versions 1 des bronzes, avec un corps Revival qui a une rigidité bien plus importante. Vous voyez le test traditionnel de la jambe à l'horizontale qui ne descend pas, qui ne fléchit pas. Donc ça, c'est vraiment un gros atout de cette version Revival par rapport à la première édition. Donc si je conclus sur ce corps du personnage, eh bien pour moi c'est une victoire par KO pour cette version Revival, tant du point de vue de sa rigidité que de son esthétisme, hein, avec plus de finesse et aussi a priori une amélioration technique qu'il faudra vérifier juste après avec le montage, par rapport à un corps Flasque très laxe d'une version première édition. Maintenant, pour ce qui est des visages, eh bien, je ne vais pas mettre ça dans la balance, puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure lors du comparatif des pièces. Bon, je préfère bien sûr le visage de la première édition, mais du point de vue du corps, eh bien, il n'y a pas photo. Le corps de la Revival est bien meilleur que celui de la première édition. On va passer maintenant au montage. Allez, on aborde ce montage que je vais vous faire en intégralité, d'abord par souci de variété, mais aussi parce que on n'a pas encore répondu à une question qui concerne les genouillères. Est-ce qu'elles tiennent mieux ou est-ce qu'elles tiennent moins bien? Donc si je ne l'ai pas évoqué avant, enfin si j'ai pas répondu à la question avant, c'est tout simplement parce que je savais d'avance que j'allais vous faire le montage en intégralité, et donc que j'aurai l'occasion de vous le montrer à ce moment-là. Donc vous voyez par là qu'une review, eh bien ça se prépare, ça demande un peu de travail. Il suffit pas simplement de prendre son téléphone et de se filmer, il faut quand même planifier les choses. Bon, enfin, bref, je vais refermer la parenthèse. Et ici m'intéresser donc à la technique, à savoir est-ce que donc cette genouillère que je m'apprête à mettre là, eh bien tient mieux dans son logement que la version première édition. Donc suspense, ça tient bien. Alors ça tient bien, mais on a un défaut. Alors moi ce que j'estime être un défaut, c'est le même que j'avais déjà souligné lors du passage en revue du Dragon Revival V1 face à la première édition, c'est que, bon certes, la genouillère tient mieux, mais vous voyez qu'il y a un plus gros écart entre la partie basse de la jambe et la genouillère. Donc sur le côté, ça fait pas terrible, sur le devant, ça se voit à peine, mais moi personnellement, je trouve que c'est moins bon que sur la première édition, alors que j'ai déjà remonté. Vous voyez que la genouillère est bien collée sur la partie basse de la jambe. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Et donc ce qui rend, ce qui donne une continuité plus importante entre la partie basse de la jambe et la genouillère. Donc moi personnellement, je préfère le rendu de la première édition. Maintenant, d'un point de vue technique, eh bien, le fait de pouvoir mettre plus profondément la genouillère dans le trou du genou, eh bien, lui donne plus de tenue, donc ça c'est plutôt un point positif. Donc, voilà, il y a des plus et il y a des moins, donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ça, c'est pour répondre à la question qui était restée en suspens, à savoir, est-ce que l'amélioration du trou du genou permet une meilleure tenue de la genouillère? Bien, la réponse est oui, hein. Vous voyez clairement qu'elle tient bien en place. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire pendant ce montage? Eh bien, on va parler un petit peu de chaud à l'armure
à l'armure céleste, souvent appelé Sceau du Toucan, ce qui à mon avis est un peu un abus de langage. Alors je ne sais pas si ça vient de l'auteur lui-même, ou enfin de l'auteur lui-même, de l'animé lui-même, ou si ça vient des fans. Mais personnellement, moi, quand je vois pour la première fois ce Sceau à l'armure céleste, c'est-à-dire lors de l'épisode 25, face à Babel, eh bien, lorsque celui-ci revêt son armure, donc là, petite genouillère qui a tendance à se casser la figure quand même, vous voyez. Alors, je vais bien la remettre en place. J'ai l'impression que cette genouillère gauche tient un peu moins bien que la genouillère droite. Donc ça va me permettre de tempérer un petit peu le commentaire élogieux que je viens de faire. Bon, ça va, ça tient. Donc lorsqu'il apparaît pour la première fois dans l'épisode 25, qu'il revêt son armure, et bien juste à la fin apparaît son emblème, et donc il s'agit d'un oiseau rouge avec un bec qui ressemble plus à celui d'un albatros, et un corps qui ressemble plus à celui d'un rapace, d'un aigle par exemple. Donc ce qui est loin pour moi de la figure du toucan. Donc je pense que ce qui l'a fait surnommer ainsi, eh bien c'est son casque, hein, celui-ci. Casque, entre parenthèses, qui me fait vraiment penser à une série de mon enfance, que peut-être vous avez connue, qui s'appelait La Bataille des Planètes. Donc j'adorais ce dessin animé quand j'étais gosse. Donc le titre original c'est Gatchaman. Et donc à mon avis c'est ce qui a inspiré les designers lorsqu'ils ont dessiné leur show de l'armure céleste. Bref, donc on rencontre ce show à l'armure céleste à partir de l'épisode 25, ce qui est l'occasion de montrer le trio. Donc il fait partie d'un trio de chevaliers d'acier, de style Saint. Et donc ce trio va faire face à un chevalier d'argent, qui est le chevalier Babel du Centaure. Et dans ce trio, eh bien, ce show à l'armure céleste fait un peu office de leader. Alors si moi je le considère comme le leader, eh bien c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que vous voyez qu'il est rouge, et dans les séries des années 80-90, les séries japonaises des années 80-90, eh bien, souvent le personnage rouge eh bien, était le leader. C'est notamment le cas dans Bioman, par exemple, pour les plus anciens qui me regardent. Mais c'est également le cas pour les samouraïs de l'Éternel, là aussi le leader a l'armure rouge. Et donc c'est le cas aussi pour ce show du toucan. Donc ça c'est la première raison pour laquelle moi je le considère comme le leader. Une deuxième raison, c'est que il a quand même un rôle qui est un peu plus prépondérant que les deux autres lorsque le trio apparaît. Donc par exemple, si je reprends Babel, eh bien c'est le personnage qui arrive à absorber l'attaque de Babel et à lui renvoyer. Donc il a une attaque spécifique qui lui permet, grâce à son avant-bras, des aspirateurs que vous voyez sur les côtés là, ces 4 petits aspirateurs là. Donc ça lui permet d'absorber l'énergie de son adversaire et donc de lui renvoyer, un peu comme un aspirateur qu'on ferait fonctionner en sens inverse. Donc lui il est capable de ça, alors que les deux autres eh bien, se servent majoritairement de coups au corps, donc c'est-à-dire des coups de poing et des coups de pied. Lui au moins a la possibilité d'utiliser de l'énergie à distance. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je le considère comme le leader. Et enfin, la troisième raison, eh bien, c'est le fait que c'est le seul des styles saints que l'on voit à un moment tout seul, intervenir tout seul, puisqu'il apparaît également lors de l'épisode 35. Donc l'épisode 35, c'est celui où on voit le chevalier Arachné, hein, celui où Seiya s'en va en quête de l'eau de la fontaine de Jouvence pour soigner les yeux de son camarade Shiryu. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a qu'un seul style sainte qui intervient lors du combat contre Arachné, entre Seiya et Arachné, c'est Sho. Les deux autres eh bien, sont restés à la maison. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une volonté de faire apparaître Sho plus comme le leader de ces chevaliers d'acier. Donc voilà pour ce qui est de Sho
en lui-même. Maintenant, si on prend les chevaliers d'acier dans leur ensemble, eh bien, ce sont des chevaliers qui ont plutôt mauvaise presse auprès des fans. Tout simplement parce que souvent on leur reproche d'abord un aspect mercantile, puisque bon, c'est une commande de Bandai auprès de la Toei pour vendre du jouet, donc bon, et ça c'est très perceptible dès leur première apparition pendant l'épisode 25. Donc en général on crache sur ce qui est commercial, donc ceci n'y fait pas exception. Et une deuxième raison, c'est que souvent on leur reproche de gâcher des combats qui sont épiques de par leur intervention. Et c'est notamment le cas du combat de Shiryu contre Argol, donc combat éminemment important pour les fans. Alors là j'ai un peu de mal à mettre cette main droite. Petite seconde. Pas l'impression qu'elle soit complètement dans le logement. Si, ça y est. Donc on leur reproche souvent de gâcher des combats épiques de par leur intervention. Donc ça, ce sont les deux choses qu'on leur reproche, au-delà du fait qu'ils ont un aspect totalement anecdotique, puisqu'ils finissent par disparaître sans aucun ménagement, puisque dès lors que la bataille du sanctuaire commence, eh bien, on n'entendra plus jamais parler dans la série, en tout cas dans la série originale, puisque pour ceux qui connaissent Omega, vous savez qu'ils réapparaissent dans Saint-Seiya Omega. Mais en tout cas, dans la série d'origine, eh bien, ces chevaliers d'acier disparaissent de la même façon qu'ils sont apparus, sans crier gare, sans aucun ménagement. Alors, cette genouillère gauche, pardon, ne tient pas bien, donc ceci vient vraiment tempérer l'aspect innovation technique dont je parlais tout à l'heure. Visiblement, même ça ne suffit pas. Alors, d'où vient le problème? De retour après cette petite ellipse que j'ai dû me résoudre à faire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui clochait avec cette genouillère gauche. Donc là, d'abord, vous pouvez vous rendre compte que maintenant, eh bien, elle tient. Vous voyez que là, je suis déjà en train de tirer dessus, elle ne vient pas. Voilà. Donc je me suis rendu compte en fait que lorsque je mettais la genouillère dans le logement prévu à cet effet, eh bien le genou avait tendance à expulser la genouillère carrément. Donc j'en ai conclu que en fait le trou du genou n'était peut-être pas assez large. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est gratter très légèrement avec un cutter sur le pourtour intérieur du trou du genou pour enlever un tout petit peu de matière, mais vraiment pas grand chose. Et à partir de là, eh bien, la genouillère, quand je l'ai mise dans le genou, eh bien, n'a plus sauté. Donc si jamais il vous arrive cette même mésaventure, eh bien, vous savez ce que vous devez faire. Maintenant, allez-y vraiment très légèrement, procédez par étapes, essayez vraiment de le faire tout léger dans un premier temps, remettez la genouillère en place. Si jamais celle-ci tient, dans ce cas-là, vous avez fini. Sinon, reprenez-vous-y à plusieurs reprises, mais allez-y vraiment avec le dos de la cuillère, parce que sinon, la genouillère ne tiendra plus du tout. Évidemment, c'est pas le résultat que l'on recherche. Bref, je vais reprendre un petit peu sur ce que j'étais en train de dire. Donc, je vous disais que ces aciers ont plutôt mauvaise presse pour différentes raisons. Moi, personnellement, eh bien, j'ai un regard plutôt bienveillant vis-à-vis de ces Sense pour deux raisons. La première raison, c'est que en tant que collectionneur, eh bien, j'accueille forcément à bras ouverts une figurine supplémentaire, surtout quand c'est un personnage plutôt sympa à regarder comme celui-ci, qui est vraiment le plus beau des trois, et qui a aussi l'avantage d'avoir une armure rouge, ce qui n'est pas super courant dans les Mid-Plus, donc ça tranche un petit peu dans la collection, ça ajoute un petit peu de variété. Donc ça, c'est vraiment la raison principale. Ensuite, la deuxième raison, c'est que je comprends aussi leur existence. Bon, au-delà de l'aspect mercantile, il s'agissait aussi de donner un peu d'air au manga, puisque rappelez-vous que malheureusement, l'anime avait tendance à rattraper le manga, donc ce qui fait que pour donner un peu d'air à Kurumada, il y a des ajouts qui ont été faits dans l'anime, donc ces aciers en font partie. Donc ils ont aussi cette vertu. Donc là, je suis en train de placer les épaulières, donc pas de difficulté. Alors, au moment où je suis en train de dire ça, j'arrive pas à la mettre. Voilà, pas de difficulté, l'épaulière se fixe correctement.
on arrive maintenant sur le casque, ce qui va être l'occasion. Alors je l'ai déjà désolidarisé, tandis que j'étais en train de parler. Donc il faut tirer sur les parties latérales et ensuite eh bien, retirer la visière. Ça va être l'occasion pour moi de vous parler du nouveau système de fixation des classiques, qui est différent de celui de la première édition. Donc je retire la chevelure. Donc là, je vais enlever la tête, voilà. Donc ici, en fait, on a une tête qui ressemble un peu aux têtes IX, c'est-à-dire une pièce centrale dans laquelle, enfin sur laquelle, pardon, vous allez fixer le visage. Donc ça, c'est bien sûr la nouveauté, enfin une des nouveautés de cette Revival, puisque pour la première édition, nous avions une pièce d'un seul bloc. Vous voyez que le visage est intégré à la pièce qui vient se mettre sur le cou. Remarquez également que Bandai a pris soin de faire à peu près la même pièce au niveau de la forme. Donc, ce qui renforce la compatibilité dont je vous parlais tout à l'heure entre ces têtes de version Revival et celle de la première édition. Donc ça, c'était la parenthèse technique. Pour ce qui est du casque maintenant, donc là on va reparler un peu du montage. Ce casque a une particularité, c'est que on a une visière avec une tige qui vient se loger dans la tête. Mais d'abord, il faut mettre les chevelures supplémentaires. Donc, vous avez cette chevelure-là qui se met sur le haut donc de la tête et vers le visage. C'est la chevelure, enfin les mèches. Et donc celle-ci qui se met à l'arrière de la tête, un peu à la façon de celle de Iki V1 que j'avais également chroniqué sur la chaîne. Donc je vais d'abord placer la chevelure arrière, qui n'offre pas de difficulté. Et puis donc pour la mèche avant, eh bien, il faut d'abord mettre la tige de la visière à l'intérieur du trou qui est prévu à cet effet. Donc pour la mettre, eh bien, vous pouvez faire des mouvements un petit peu de rotation pour faire pénétrer la tige dans le trou de la chevelure. Donc on va essayer un peu de centrer, mais je pense que ça doit être bon. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre le restant de la tige à l'intérieur de la tête de chaux. Voilà. Donc là, je pense que c'est à peu près dans l'axe. Ensuite, il n'y a qu'à remettre les parties latérales du casque en prenant soin de bien mettre les tiges latérales de la visière à l'intérieur des trous que vous voyez sur la partie supérieure. Donc, voilà. Et la deuxième partie du casque pour solidariser tout ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème d'assemblage de ce casque, comme on a pu voir par exemple sur la version Great Toys de Shun V1IX, qui était vraiment la plaie dans ce domaine. Là, vous voyez que la jonction entre les deux parties du casque se fait parfaitement, aussi bien sur le haut que sur l'arrière. Pas de problème d'assemblage. Bon, voilà qui termine ce montage. Ah, petit détail, j'allais oublier les protège-mains. Alors, protège-mains qui ont une particularité, c'est qu'ils sont dissymétriques. Vous voyez que le protège-main gauche a une épaisseur supplémentaire qu'il n'y a pas sur le protège-main droite. Donc ça, c'est une façon pour vous de les reconnaître, au-delà du fait qu'à l'intérieur, il y a un R et un L pour signaler gauche et droite, enfin plutôt droite et gauche pour le coup. Donc, voilà. Protège-main droit mis. Et voilà. Donc montage terminé. Donc si je fais un peu le bilan de ce montage, eh bien, je dirais qu'il est plutôt facile. Alors évidemment, il y a eu cette genouillère gauche qui m'a causé un petit peu des soucis, mais je soupçonne que c'est propre à mon exemplaire et que, a priori, vous devriez être épargné par ce petit problème. En dehors de ça, eh bien, tout le reste monte tout seul. À noter que cette boucle de ceinture, comme je l'ai signalé tout à l'heure lors de la découverte des pièces, eh bien, tient vraiment bien, rien à dire. Vous voyez qu'elle n'a pas du tout sauté lors du montage. De même pour le plastron, enfin plutôt l'avant du plastron. Là aussi, ça tient vraiment très bien. Donc niveau montage, niveau conception des pièces, eh bien, j'ai rien à reprocher a priori pour le moment à ce show de l'armure céleste. J'ai oublié également de vous dire
que il y avait des petites traces. Alors, je vais reprendre ma première édition. Je vais retirer l'avant de son plastron. Alors vous voyez la boucle de ceinture qui se casse la figure, symptomatique. Donc sur cette première édition, vous voyez qu'il y a des petites traces de peinture. Ici, il y en a une également sur les jambes. Donc ceci correspond aux parties plastiques qui ont fini par déteindre sur le personnage. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ça sera la même chose pour cette version Revival? Et là, bien entendu, je ne peux pas pour le moment y répondre. Ce que je sais, c'est que les pièces en question, donc celle-ci et puis bien sûr les parties latérales de la jupe qui ont déteint sur le personnage, sont peintes sur les parties intérieures. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elles déteignent sur le personnage. Donc une des solutions adoptées par Bandai ces derniers temps pour éviter ce genre de mésaventure, c'est qu'ils se sont mis à ne plus peindre l'intérieur de certaines pièces. Je pense notamment à l'intérieur de casques, par exemple pour Krishna EX. Ici, eh bien, la pièce en question, les deux pièces en question sont peintes à l'intérieur. Donc, à moins que Bandai ait revu ses peintures et changé ses peintures, je pense que avec le temps, eh bien, vous aurez la même mésaventure sur cette version Revival. Donc voilà pour ce qui est du montage, je vais vous la montrer en gros plan. Donc voilà ce que ça donne, cette figurine, une fois montée. Donc vous voyez au niveau des genouillères, ce que je décrivais tout à l'heure, cette espèce qu'il y a entre le bas de la jambe et le genou, bon, qui n'est pas super beau de côté, mais qui de l'avant, ma foi, passe crème. Voilà. Bon, il a une certaine gueule, hein. Il n'y a rien à dire. Bon, voilà pour ce montage. Nous, on va se faire une petite session de posing et puis on se retrouve juste après, comme d'habitude, pour le bilan.
De retour pour ce bilan, qu'on va commencer comme d'habitude par l'analyse de conformité que je vais faire grâce au Setai qui est à gauche. Je vais prendre appui sur la figurine Revival, mais bien entendu tout ce que je vais en dire eh bien, s'applique à cette première édition puisque le design est le même. On commence par le bas de la figurine avec le bas des jambes et c'est là où on a déjà le premier problème puisque vous voyez que ces bas de jambières eh bien, sont malheureusement trop évasés. On a un côté un peu patte d'éléphant qui n'existe pas sur le design d'origine. Sinon, on monte un peu, on arrive à nouveau sur un deuxième problème de conformité, à savoir les genouillères qui sont malheureusement trop anguleuses, aussi bien sur les côtés que sur la partie basse, qui devrait être largement plus arrondie. On monte un peu, on arrive sur la jupe. Alors la jupe qui est, vous voyez, sur un seul niveau, pour ce qui est des pans de la jupe, aussi bien le pan de devant que les pans latéraux, alors que normalement, sur le design, eh bien, le pan avant devrait être un petit peu plus bas que les pans latéraux. Bon, c'est un détail, mais il existe. Ensuite, on monte, et là on arrive donc sur un souci qui est inhérent au fait que eh bien, les figurines, aussi bien classiques que EX d'ailleurs, ont des tailles qui sont un peu des tailles de guêpe, et donc ça manque un peu d'épaisseur ici au niveau de l'abdomen. C'est quelque chose que j'avais déjà souligné, je pense, quand j'avais fait la chronique du Djamian du Corbeau, où c'était quand même très apparent. Donc ici, bien entendu, ça existe également. Pour ce qui est de la partie plastron, bon, c'est pas mal reproduit, même s'il y a un peu sans doute trop de volume au niveau des pectoraux. On arrive au niveau des avant-bras, qui sont plutôt bien reproduits, donc vous voyez qu'il y a un peu plus de détails au niveau des réacteurs, mais bon, ça c'est normal. Il y a l'épaisseur que je soulignais tout à l'heure sur le protège-main de la main gauche, eh bien n'existe pas sur le design d'origine, donc je me pose toujours la question pourquoi Bandai l'a ajouté, sachant que sur le protège-main droit, eh bien il est complètement plat. Donc ça reste un peu mystérieux. On arrive sur un autre problème de conformité qui est les épaulières qui sont beaucoup trop longues. Donc là, j'imagine que Bandai a voulu faire en sorte que lorsqu'on le fait la forme objet, eh bien, les pattes, les serres du rapace, de l'oiseau, soient un peu plus apparentes. Donc pour que ça donne mieux sur la forme objet, j'imagine qu'ils ont essayé de les faire un tout petit peu plus longues, quitte à sacrifier sur la conformité du personnage. Enfin, on arrive sur le casque, donc la forme du casque est pas mal, même si je trouve qu'il tombe un peu trop bas sur le visage. Donc ça, je pense que vous pouvez le voir avec l'image qui est à gauche. Petit souci de conformité au niveau de la crête du casque. Vous voyez que ça fait des sortes de stries qui n'existent pas sur le design d'origine. Donc voilà pour ce qui est de cette petite analyse de conformité. Et maintenant, on va passer au bilan. Alors maintenant, si on fait un peu le bilan de cette figurine, d'abord, que ce soit la première version ou la version Revival, eh bien, le rendu de cette figurine est plutôt bon. Alors on n'est pas dans une figurine qui est super conforme, hein, on est loin des taux de conformité du Seiya V3 que j'ai chroniqué sur la chaîne il n'y a pas longtemps, mais on reconnaît bien le personnage et c'est une figurine qui est plutôt agréable à regarder au-delà des petits soucis de conformité. Ensuite, si on regarde un peu les avantages de l'une par rapport à l'autre, eh bien ça va être beaucoup des avantages de la version Revival par rapport à la version première édition. Premier avantage, c'est que cette version Revival eh bien, vient corriger des problèmes de tenue de pièces d'armure qui existaient sur cette première édition. Notamment les genouillères, même si on a eu un tout petit peu de soucis avec cette genouillère gauche, globalement, ces genouillères tiennent beaucoup mieux que sur la première édition. De même, la boucle de ceinture tient beaucoup mieux et surtout le plastron, le devant du plastron, qui était vraiment le cauchemar sur cette première édition, il tient parfaitement sur cette version Revival. Donc en termes de tenue des pièces, eh bien, il y a de grosses améliorations qui ont été faites sur cette version Revival. Ensuite, autre avantage de cette version, c'est qu'au niveau des couleurs d'armure, eh bien, elles sont beaucoup plus vives que sur cette première édition. Ce n'est pas, je pense, l'effet du temps, parce que ce contraste entre les deux versions, on pouvait déjà le voir sur les illustrations de la boîte. Donc il y a vraiment un effort qui a été fait sur l'intensité des couleurs sur cette version Revival, donc c'est le cas sur les rouges, sur les bleus, mais également sur les chromés qui sont plus brillants que sur la version première édition. Enfin, et c'est un avantage qui n'est pas des moindres, une rigidité qui est bien meilleure sur la version Revival que sur la version Chewing Gum première édition. Vous voyez, ça parle, hein. Ici, ça bouge pas. Donc ça vous facilitera grandement la tâche pour le posing. Ici, pour poser cette figurine première édition, eh bien, vous avez de quoi vous arracher les cheveux. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de cette version Revival par rapport à la première édition. Maintenant, pour ce qui est des avantages de la version Revival, eh bien, il y en a trois.
Premier avantage, c'est un aspect collector de cette figurine, c'est-à-dire que pour certains collectionneurs, il y aura, je pense, importance à avoir la première version du personnage, donc ça on ne pourra pas lui enlever. Deuxième avantage de cette version première édition, c'est ses visages qui sont supérieurs selon moi à ceux de cette version Revival. Alors attention, hein, les visages de la version Revival ne sont pas moches, hein, mais il me semble que ceux de la première édition sont quand même supérieurs. Et enfin, dernier avantage, qui est pas très visible quand on a la figurine de face comme ça, mais lorsque l'on la met sur le côté, eh bien, le rendu de la genouillère, je pense, est supérieur sur la version première édition, puisque vous voyez qu'on n'a pas cet écart que l'on a entre la genouillère et le bas de la jambe sur la version Revival. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les avantages et les inconvénients de chacune des versions. Je vais maintenant terminer par en fait ce qui est le facteur décisif et ce qui fait que je vais de toute façon vous conseiller de prendre cette version Revival, c'est bien entendu le tarif. Cette version Revival coûte moins de 100 €. Cette version première édition, alors je ne sais pas si maintenant elle va baisser du fait que cette version Revival la surpasse quasiment dans tous les domaines, mais cette version première édition, jusqu'à la sortie de celle-ci, valait au-delà de 200 €. Donc entre les deux, le choix est tout de suite fait. Vous aurez une meilleure version avec un tarif 2 fois moindre, donc le choix s'impose de lui-même. Donc voilà pour ce qui est de cette review de show de l'armure céleste, c'est-à-dire le style Sainte Skycloth. Donc j'espère que cette review vous aura intéressé et diverti, et surtout qu'elle vous aura éclairé quant à la décision d'achat de cette version ou de l'autre version d'ailleurs. Si c'est le cas, je vous encourage à rétribuer cette vidéo du petit pouce bleu qui va bien, et surtout de me laisser votre commentaire en dessous de celle-ci, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous encourage aussi à aller jeter un coup d'œil sur les reviews de mes camarades youtubeurs, notamment je pense qu'au moment où je suis en train de sortir cette vidéo, alors soit un petit peu avant, soit un petit peu après, Mightygra sort également sa review de cette version Revival de show. Donc je vous encourage bien entendu à aller jeter aussi un œil sur sa review, ne serait-ce que pour les posings souvent très élaborés dont il nous gratifie. Je vous encourage également, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Donc ça n'a l'air de rien, c'est un petit geste qui coûte rien, mais qui a son importance pour le référencement à la fois de la chaîne et des vidéos. Vous savez que malheureusement, YouTube est un univers impitoyable, pire que Dallas, où les vidéos sont en concurrence les unes avec les autres. Et donc pour que les vidéos surnagent un peu dans cet écosystème, il faut une sorte de mini-investissement de la communauté qui nous suit. Donc l'abonnement fait partie de ce mini-investissement. Donc voilà pour ce qui est de cette review. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser en vous disant de prendre soin de vous et de vos proches. Pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, bonnes vacances à vous. Pour les autres, bonne reprise. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une autre figurine.